Bonjour messieurs, dames. Je voulais tout d'abord commencer par remercier Rémi Slaman de m'avoir invité à présenter certains de nos travaux ici, dans ce lieu prestigieux. Et puis aussi merci également à Rémi pour l'introduction brillante de certains concepts que je vais ensuite développer. Et ma présentation sera en réalité une illustration moléculaire de ce qu'a dit Rémi. Alors là, par contre, sans transition, on va passer de l'épidémiologie à la biologie structurale, donc j'espère que cette transition ne sera pas trop pénible. Je pense que j'ai fait des illustrations qui devraient permettre de bien comprendre les concepts que je vais présenter. Donc là, ma présentation sera en quatre parties. Tout d'abord, une présentation rapide des récepteurs nucléaires et puis un petit peu de leur relation un petit peu néfaste avec les perturbateurs endocriniens, mais comme Rémi l'a largement fait, je vais aller assez vite sur ce concept. Ensuite, je vais vous présenter trois exemples de nos travaux qui illustrent un petit peu la problématique vraiment des perturbateurs endocriniens et à quel niveau nous on peut intervenir pour apporter certaines réponses. Donc, je vais parler du récepteur des estrogènes. Ensuite, le cas des organoéteints, qui sont un problème environnemental très important. Et puis, ensuite, je terminerai par le cas des mélanges, qui est également un problème émergent important. Donc, je voudrais tout d'abord placer ma présentation dans le contexte du concept émergent d'exposome, en fait. Donc, l'exposome, c'est la somme des stresseurs environnementaux, qui peuvent être chimiques, physiques, biologiques, psychosociaux ou comportementaux, auxquels tous les individus, humains ou non humains, disons vivants, sont soumis à partir de la conception jusqu'à leur mort, et qui induisent, en fait, qui conduisent à expliquer l'accroissement des maladies non communicables. Évidemment, tous ces stresseurs ont un impact sur la physiologie des organismes en induisant, par exemple, du stress oxydatif, de l'inflammation ou bien des changements dans l'expression des gènes. Et ensemble, avec les facteurs génétiques, bien entendu, ce sont les événements qui vont présider au développement des maladies et de différents troubles. Donc, pendant mon exposé, on va se restreindre un petit peu à l'exposome chimique, en fait, qui est donc une fraction de l'exposome total qui, évidemment, par définition, donc, comprend la partie chimique et ne comprend pas les aspects non chimiques comme les stresseurs physiques, par exemple, ou biologiques. Donc on va particulièrement s'intéresser aux perturbateurs endocriniens, qui est une classe de composés, de polluants environnementaux, qui vont particulièrement interagir avec une famille de protéines, qui sont la famille des récepteurs nucléaires, dont Rémi a parlé tout à l'heure. Donc ils ne sont pas tous représentés ici, il y en a 48, moi j'en ai un de moins que Rémi, on verra lequel me manque. Ils ne sont pas tous représentés ici, mais ce sont des régulateurs physiologiques extrêmement importants. Ils sont pratiquement impliqués dans toutes les fonctions physiologiques humaines. Mais on peut aussi considérer que ce sont de très importants récepteurs de l'environnement. Et donc on peut considérer que ce sont des récepteurs de l'exposome chimique. Voilà, donc ça c'est la définition des perturbateurs endocriniens qui a déjà été faite, donc vous connaissez cette image. Je ne vais pas revenir, simplement pour bien dire des choses qui seront importantes pour la suite de mon exposé, c'est que ce sont des facteurs de transcription, c'est-à-dire qu'ils vont réguler les gènes en se liant donc, à l'ADN, et ils sont régulés par des petites molécules qui peuvent être ou bien des hormones, des vitamines ou des métabolites, comme Rémi l'a expliqué tout à l'heure. Moi, je vais beaucoup parler du récepteur des oestrogènes dans un premier temps, qui forme donc des homodimères, c'est-à-dire que ce sont deux molécules de récepteurs des oestrogènes qui vont se fixer à l'ADN. Et je vais également parler de deux autres récepteurs qui sont importants, qui sont le PPAR gamma, qui est impliqué dans le métabolisme, ainsi que PXR. Et ces deux récepteurs forment cette fois-ci des hétérodimères avec le récepteur RXR, qui est un des 48 récepteurs nucléaires. Et c'est avec celui-ci que tous ces récepteurs forment des hétérodimères pour se lier à l'ADN et réguler leur gène cible. Voilà, plus précisément,
voici comment fonctionne le mécanisme classique des récepteurs nucléaires, donc, qui se fixent sur l'ADN, dans la région promotrice de leurs gènes cibles, qui vont être régulés. Et la régulation de ces récepteurs et de leur activité se fait par le recrutement ou bien de corépresseurs, de complexes corépresseurs qui vont contenir des enzymes qui vont hypoacétyler les histones. Donc la chromatine va être condensée et donc les facteurs généraux de transcription ne vont pas pouvoir venir se fixer à l'ADN et donc on va réprimer la synthèse des gènes. En présence de ligands, il va y avoir des changements conformationnels des récepteurs qui vont dissocier les complexes corépresseurs et qui vont au contraire recruter des complexes coactivateurs qui cette fois-ci vont avoir un impact sur la conformation de la chromatine, vont ouvrir la chromatine pour que les facteurs généraux de la transcription puissent venir se fixer en amont de leur gène cible et donc induire l'expression du gène correspondant. C'est là qu'interviennent donc les perturbateurs endocriniens qui vont donc se substituer aux hormones ou aux ligands naturels des récepteurs nucléaires, mimer leur action et donc modifier l'activité des récepteurs nucléaires, mais de manière complètement incontrôlée. Et donc ça va être une génération donc, de problèmes de santé. Voilà. Donc cette image, encore une fois, comme vous l'avez vu, les perturbateurs endocriniens peuvent être présents dans tous les aspects de notre vie quotidienne. On voit un petit exemple ici. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a une extrême diversité chimique des molécules qui sont considérées comme des perturbateurs endocriniens. Diversité chimique, ce qui fait qu'à la simple vue d'une molécule, on ne peut pas prédire quel récepteur nucléaire va être impacté. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des expériences ou bien de biologie structurale ou bien en cellules. Donc voilà, donc ces molécules vont se substituer aux ligands ou molécules de signalisation naturelle et puis induire des pathologies diverses. Je vais assez vite là-dessus parce que ça a été longuement présenté. Donc le problème de l'exposome chimique en général et des perturbateurs endocriniens en particulier était également bien présenté par Rémy. C'est un problème extrêmement compliqué de faire un lien causal entre l'exposition à une substance à un moment donné et l'apparition de la maladie, parce qu'il y a généralement un délai très long entre l'exposition et l'apparition de la maladie. C'est plusieurs années souvent et des fois même des effets transgénérationnels, comme on l'a vu. Les maladies dans lesquelles ces composés sont impliqués sont des maladies multifactorielles, hein, donc des maladies chroniques, des choses comme ça. Donc, encore une fois, ce ne sont certainement pas la seule cause du développement de la maladie, mais ça y participe, donc c'est cette fois-ci compliqué. D'autres caractéristiques qui sont très caractéristiques donc, du problème des perturbateurs endocriniens, c'est que c'est une science finalement assez récente, hein, une trentaine d'années, où on développe des approches scientifiques rigoureuses pour essayer de comprendre comment se passent les choses. Donc assez récent, donc les mécanismes commencent à émerger, on commence à mieux comprendre, mais bon, c'est quand même relativement récent. C'est la quantité aussi des composés chimiques auxquels on accorde là. Donc on peut considérer que l'activité humaine a généré environ 150 000 composés chimiques. On n'est pas nécessairement en contact avec tous ces composés chimiques, mais on est au moins en contact avec des milliers de ces composés chimiques ici. Donc un grand nombre de substances à traiter. Il y a évidemment, comme Rémy en a parlé tout à l'heure, l'effet des mélanges, et on va voir tout à l'heure que les mélanges, le profil toxicologique des composés peut être très différent selon qu'ils sont contenus dans un mélange ou qu'ils sont utilisés de manière isolée. Donc ça, c'est un problème aussi. Et quand on voit le nombre de composés chimiques, si on parle d'association et de mélange, ça fait des millions et des millions de combinaisons, qui est extrêmement difficile de traiter. Donc là, on a un peu l'aspect quantitatif qui est difficile à traiter. Et voilà, donc nous, on peut essayer, par exemple, par nos approches, de gérer ça d'un point de vue bioinformatique, de prédiction, développer des programmes qui vont prédire les choses. Diversité chimique, hein, une très grande diversité chimique.
Et puis aussi le fait que ces composés chimiques ont très peu de lien avec les hormones ou les molécules naturelles. Encore une fois, d'un point de vue chimique, on ne peut pas prédire. En regardant simplement la molécule, on peut dire que celle-ci, ça ressemble à un estrogène, ou bien celle-ci plutôt à une hormone thyroïdienne. Bon, des fois, c'est possible, mais la plupart du temps, ce n'est pas possible. Par exemple, ceci, c'est la chlordécone, avec très mauvaise réputation, hein, qui est liée à une élévation du cancer de la prostate dans les Antilles françaises. La chlordécone, ça c'est un récepteur, c'est une molécule qui peut se lier au récepteur des oestrogènes et qui n'a évidemment rien à voir avec l'œstradiol. Voilà, donc j'ai mis en vert en fait toutes les questions auxquelles nous, par nos approches de biologie structurale, de biologie cellulaire, de biophysique, on peut tenter de répondre, c'est-à-dire essayer de mieux comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine de l'activité des perturbateurs endocriniens, essayer de traiter le problème des grands nombres de molécules en développant des programmes informatiques, également le problème des mélanges qu'on pourra voir aussi dans le dernier point de ma présentation. Voilà, toute cette diversité chimique, on peut d'un point de vue structural essayer de gérer ces choses-là. Voilà, donc au laboratoire, nous appliquons une approche qui est multidisciplinaire, donc qui est essentiellement basée sur la biologie structurale, où, comme vous pouvez le voir ici, on fait essentiellement de la cristallographie. Peut-être que ça vous rappelle d'anciens cours de chimie que vous avez eus par le passé, où alors là, on purifie les récepteurs, on les met en contact avec le perturbateur endocrinien pour voir comment ils vont se lier. Ensuite, on fait des cristaux de cette protéine, et ensuite, on irradie ces cristaux avec des rayons X, et cette technologie nous permet ensuite de reconstituer atome par atome le contenu des cristaux, et donc finalement d'avoir la structure de la protéine et de voir à l'échelle vraiment atomique les interactions fines entre, par exemple ici on a le bisphénol A, et vous voyez tous les acides aminés de la poche, là j'en ai représenté que 3 parce que sinon ça serait trop compliqué à voir, du récepteur des oestrogènes. Donc voilà, beaucoup de biologie structurale. Le projet est, comme Rémi l'a dit, est beaucoup en collaboration avec mon collègue du Centre de recherche sur le cancer de Montpellier, Patrick Balaguer, qui lui fait des manipulations de criblage et puis de caractérisation fonctionnelle des perturbateurs endocriniens sur des lignées cellulaires. On fait beaucoup aussi de biophysique, de bioinformatique, et puis, quand c'est possible, par des biais de collaboration, par exemple avec le laboratoire de Barbara Demenex au Muséum d'histoire naturelle, sur des modèles animaux, pour avoir la vision la plus complète, depuis l'atome jusqu'à l'animal, du mécanisme d'action des perturbateurs endocriniens. Donc tout d'abord, le récepteur des oestrogènes. Donc, rapidement encore, parce que là c'est pareil, merci pour l'introduction à Rémi. Donc, tous les récepteurs nucléaires sont organisés en différents domaines fonctionnels. Les plus importants sont le domaine de liaison à l'ADN, bien sûr, et le domaine de liaison du ligand, qui est un petit domaine, mais multifonctionnel. Donc, évidemment, il va recueillir et accepter le ligand de chaque récepteur différent. C'est également un domaine de dimérisation, puisque les récepteurs se fixent sous forme de dimères à l'ADN. Et puis, il y a un domaine d'activation de la transcription, le domaine numéro 2, l'AF2, qui est également contenu dans ce domaine et qui consiste en fait à des surfaces d'interaction régulées par le ligand avec les coactivateurs et les corépresseurs transcriptionnels dont je vous ai parlé au début. Voilà, il y a aussi une fonction AF1, mais qui est également régulée par le ligand. Voilà, donc ça, c'est toutes les fonctions du récepteur des oestrogènes. Je ne vais pas trop revenir dessus. Rémi en a déjà parlé. Hein, c'est extrêmement important pour le développement et la maintenance des fonctions de reproduction, de fonctions sexuelles, morphogènes, et un rôle au niveau du squelette, système cardiovasculaire, du système nerveux central, enfin, énormément de fonctions. Le ligand naturel le plus connu, c'est le stradiol. Et les xénoœstrogènes, par contre, sont associés à donc, des pathologies qui sont par exemple les cancers hormonodépendants, la puberté précoce chez les jeunes filles, la féminisation des petits garçons par le fait que, comme par exemple le DDT a une double action, agoniste sur le récepteur des oestrogènes, donc le récepteur féminin, et au contraire antagoniste du récepteur des androgènes, donc il va bloquer le récepteur, le développement normal des fonctions sexuelles masculines. Donc on a au total une féminisation des petits garçons qui est observée également.
voilà le problème d'infertilité, de neurodéveloppement. Je voulais juste vous montrer cette petite illustration qui est quand même assez parlante. C'est l'incidence du cancer du sein entre les années 2000 et 2017. Vous voyez qu'il y a à peu près un doublement de l'incidence du cancer du sein. Et ceci est valable sur toutes les tranches d'âge, pratiquement. Donc, ce qui est difficilement expliqué par une évolution de la génétique humaine en si peu de temps et qui serait plus probablement dû à des causes environnementales. Voilà, donc on est exposé aux xénoestrogènes essentiellement et aux perturbateurs endocriniens en général à 80 ou 90% par le biais de l'alimentation ou de la boisson, bien sûr. Et donc, c'est par exemple par le packaging, tout ce qui est les plastiques, les choses comme ça. Donc, voilà, les bisphénols, parce que le bisphénol A est interdit, mais qu'il a été brillamment remplacé par le bisphénol F, qui a grosso modo les mêmes activités hormonales que le bisphénol A. Donc, on a encore des bisphénols en action dans notre environnement. Ça peut être aussi donc, des composés qui viennent de l'environnement, par exemple des pesticides, l'agriculture. Voilà, on peut retrouver tous ces perturbateurs endocriniens dans l'alimentation. Et puis certains légumes, légumineuses, possèdent également des phytoœstrogènes et des mycoœstrogènes qui ont une activité sur le récepteur des œstrogènes et qu'on peut également absorber par l'alimentation. Là, je vous ai mis, pour vous montrer la diversité des molécules, des phytoœstrogènes qu'on retrouve par exemple dans le soja, comme la génistéine par exemple. Bon, voilà, il y a tout un tas de produits naturels qui ont une activité œstrogénique. Et puis là, ce sont des composés plutôt des xénoœstrogènes, au contraire, donc là, cette fois-ci des composés chimiques, comme le bisphénol, tous les bisphénols, le bisphénol S, il y a toute une grande famille de différentes phénols avec des petites variations chimiques. Voilà, les phtalates, beaucoup de pesticides, donc la fameuse chlordécone ici, le méthoxychlore, enfin bon, tout un tas de choses, le diéthylstilbestrol dont Norémie a parlé tout à l'heure, le létiniestradiol qui est un œstrogène de synthèse qui est contenu dans les pilules contraceptives, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, différents composés, donc beaucoup de composés qui peuvent interagir avec le récepteur des œstrogènes. Donc comment fonctionne le récepteur des œstrogènes? Les récepteurs nucléaires en général, ça c'est le domaine de liaison du ligand. Je vous avais dit que c'est un domaine multifonctionnel, donc vous voyez que c'est déjà un domaine en hélice, avec 12 hélices alpha. Il y a un repliement qui fait qu'il y a une génération ici d'une petite cavité qui va permettre d'accueillir le ligand. Donc il y a un domaine de dimérisation dans les hélices H9 et H10. Donc il faut considérer qu'il y a une autre molécule du même type qui va venir se coller à cet endroit-là pour former un dimère fonctionnel. Donc là, le site de fixation du ligand, une cavité ici avec des acides aminés particuliers qui vont être particuliers d'un récepteur à l'autre et qui vont permettre de reconnaître spécifiquement l'hormone ou bien la vitamine de chaque récepteur. Et puis, on a les surfaces d'interaction avec les corégulateurs transcriptionnels, coactivateurs ou corépresseurs, qui est sur cette surface ici, entre les hélices H3, H4. Et la dernière hélice, qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle l'hélice d'activation du récepteur. Et sa position, qui est également très importante ici, va être régulée par la présence du ligand et par la nature du ligand aussi. Donc cette hélice va pouvoir bouger, va pouvoir adopter différentes conformations ou différentes dynamiques. Et c'est ça qui va réguler en fait l'interaction avec les coactivateurs ou les corépresseurs. Voilà. Donc là, on avait le cas par exemple avec l'œstradiol. Ici, avec l'hydroxytamoxifène, dont Rémi a parlé tout à l'heure, c'est une molécule qui est utilisée dans le traitement du cancer du sein, parce que les cancers du sein se développent sous l'effet notamment des œstrogènes. Donc il faut bloquer l'action des œstrogènes, donc empêcher l'estradiol de venir se fixer dans la poche et d'activer le recrutement des coactivateurs. Donc les gens ont développé une molécule comme ceci, qui est, vous voyez, elle se met au même endroit que la molécule d'œstradiol, mais vous voyez qu'elle est plus grande. Il y a une extension supplémentaire ici, qui n'existe pas ici, et qui vient rentrer en compétition avec l'hélice d'activation. Vous voyez qu'elle ne peut plus se replier, il y a un empêchement
stérique. Donc l'hélice d'activation ne peut plus se replier, donc ne peut plus recruter les coactivateurs parce qu'elle vient se stabiliser ici dans le sillon entre les hélices H3 et H4 qui est justement le sillon où viennent normalement se fixer le coactivateur. Donc on bloque la fonction biologique du récepteur par ce mécanisme avec les antagonistes de type hydroxytamoxyphène. Voilà, donc nous, au laboratoire, on s'est donc intéressé à la façon dont tous ces perturbateurs endocriniens, tous les xénoœstrogènes se fixent au récepteur. Donc on a fait de la cristallographie. Et comme vous pouvez le voir ici, ce qu'on obtient expérimentalement quand on fait de la cristallographie, c'est qu'on obtient ce qu'on appelle une densité électronique. C'est-à-dire que la donnée expérimentale, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Et quand on a une très bonne résolution, on voit qu'on peut tout à fait bien placer ici la molécule d'estradiol dans sa densité électronique. Ça, c'est la densité électronique de l'estradiol. On a fait la même chose, on a fait des cristaux avec tous ces composés. Donc vous avez ici la chlordécone, ou ici il y a le HPTE qui est le métabolite d'un pesticide. On a la benzophénone ici. Voilà, tout un tas de bisphénols. Bon, voilà. Donc, pour vraiment comprendre comment toutes ces molécules se fixent et interagissent avec la poche de liaison du ligand du récepteur des oestrogènes. Et en parallèle, ça c'était le travail de Patrick Balaguer, il a mesuré avec des lignées cellulaires l'activité de ces différentes molécules. Et tout ça, ensuite, nous a permis de développer un programme informatique de prédiction des interactions des perturbateurs endocriniens avec le récepteur des oestrogènes, basé essentiellement sur ces structures, car chaque ligand de chaque famille permet de faire un exemple. Par exemple, pour les bisphénols, on voit à peu près comment les bisphénols se mettent. Ensuite, on va appliquer d'autres bisphénols sur ces bisphénols, et ensuite le programme va s'arranger pour le positionner au mieux. Et donc, on a développé ce programme bioinformatique qui est basé donc sur nos structures, qui s'appelle EDMON, pour Endocrine Disruptor Monitoring. Donc, il est basé sur des approches de similarité de ligands. Donc, tous les bisphénols vont prendre comme ancrage le bisphénol qu'on a cristallisé. Et ensuite, le programme va s'arranger pour faire du docking, c'est-à-dire de bien placer la molécule dans le récepteur. Et ensuite, il va y avoir des programmes d'évaluation pour, à la fin, montrer un modèle avec lequel, prédictif, qui montre comment se met la molécule dans la poche du récepteur et ensuite quelle est son affinité. Est-ce que c'est une très bonne affinité, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de contacts, c'était l'image qu'a montré tout à l'heure Rémi avec la clé et la serrure. Est-ce qu'il y a beaucoup de contacts? Est-ce que les contacts sont bien adaptés entre la molécule de bisphénol, par exemple, et le récepteur? Et donc ça donne une idée de l'affinité. Voilà. Donc on a bien sûr, tout ça c'est de la modélisation, donc le problème de la modélisation c'est qu'on peut toujours modéliser les choses, mais est-ce que ça a le moindre rapport avec la réalité? Donc après il faut toujours essayer de faire une vérification, et donc là on a pris 66 molécules perturbateurs endocriniens. Ici, on a fait ce diagramme ici où on représente ici les valeurs mesurées expérimentalement de leur affinité, et ici les valeurs prédites. Vous voyez que la corrélation n'est pas si mal, donc il y a quelques outliers, comme on dit, quelques échappées, mais sinon la corrélation n'est pas si mal. Ça veut dire que notre programme a réussi, à peu de choses près, à prédire quelle était l'affinité de nouvelles molécules pour le récepteur des oestrogènes. Alors là, le récepteur des oestrogènes, c'est un cas particulier parce que c'est un récepteur qui est étudié depuis de très très nombreuses années. Il existe beaucoup de structures cristallographiques, notamment les nôtres, mais d'autres également, qu'on a utilisées pour réaliser ces modèles. Et il existe également beaucoup de ligands connus, bien caractérisés. Donc c'est un système où on a beaucoup de données expérimentales qui permettent de faire une modélisation qui soit assez prédictive. Voilà. Ce n'est pas le cas de tous les 48 récepteurs nucléaires, aucune structure n'est connue, donc il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir prédire ce genre de choses sur tous les récepteurs. Mais voilà, par exemple sur le récepteur des oestrogènes, maintenant on peut prédire de manière assez fiable quelle molécule va se lier ou pas dessus, donc c'est quand même une avancée importante. Et ça permet, c'est des choses qui sont très demandées, des méthodes alternatives de screening et de testing au niveau de l'Europe, par exemple, il y a de l'argent qui est mis pour ça,
pour justement pouvoir traiter le cas de nombreux composés, des méthodes qui sont rapides, qui sont peu chères, hein, ça ne coûte rien maintenant que le programme est mis au point, et aussi pour pouvoir sauver énormément de vies animales, bien entendu. Voilà, donc ça c'était pour montrer comment, par nos approches, on peut traiter le fait des grands nombres de composés. Maintenant, je voulais vous parler des organoéteints, qui sont considérés comme des obésogènes environnementaux. Et ça, on les a étudiés parce qu'il y a un mode d'interaction qui est très particulier à ce type de molécules. Donc, on sait que l'obésité, c'est une épidémie mondiale, hein, avec depuis quelques dizaines d'années une explosion à peu près dans tous les pays. Et donc l'obésité est bien sûr liée à de nombreuses pathologies comme par exemple le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, certains cancers. Donc c'est vraiment un problème de santé publique extrêmement important. Et ce qui prévaut pour l'apparition de l'obésité, c'est bien sûr, ce qui est toujours valable hein, d'ailleurs, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les calories absorbées et l'énergie dépensée à cause de la sédentarité, le manque de sport, l'alimentation trop calorique. Mais depuis quelques années, il y a des études épidémiologiques et puis même des études en laboratoire qui tendent à démontrer qu'il pourrait y avoir aussi une composante environnementale qui interviendrait dans l'étiologie de l'obésité. Et c'est comme ça qu'a été développée l'hypothèse obésogène, hein, qui propose qu'il y a des composés chimiques de l'environnement qui sont appelés obésogènes et qui vont induire la différenciation des adipocytes et ainsi que leur taille. Donc les adipocytes sont les cellules qui vont stocker la graisse, hein, évidemment. On voit ici certains composés hein, qui sont vraiment associés à des propriétés obésogènes, donc, par exemple le tributylétain, bisphénol A, les retardateurs de flamme, les PCB, les phtalates. Tous ces composés, en réalité, ont un point commun, c'est que ce sont des activateurs d'un récepteur nucléaire particulier qui est le peroxysome proliferateur activator receptor, qui pi par gamma, et qui est très impliqué dans justement la régulation du métabolisme lipidique. Donc nous, on s'est, comme je vous disais, particulièrement intéressé au tributylétain, premièrement parce que c'est une molécule qui est extrêmement toxique. Hein. L'ONG et WWF avaient caractérisé le tributylétain comme le composé chimique le plus toxique qui ait été délibérément, je ne sais pas si on peut dire délibérément, mais en tout cas introduit par l'homme dans l'environnement. Alors les tributylétains, c'est cette toute petite molécule ici avec un atome d'étain en son centre. C'est la molécule emblématique de toute une famille d'organoétains très grande et qui a énormément qui est toujours d'utilité de nos jours, et énormément d'applications industrielles. Et l'effet dévastateur vient surtout de leur utilisation comme peinture anti-fouling au niveau des coques de bateaux. On voit ici, ça empêche le développement de toute vie sur les coques des bateaux qui peuvent ralentir le développement des algues, des coquillages, peuvent ralentir les bateaux et puis surtout les faire consommer davantage de pétrole pour se propulser. Et alors malheureusement, tous les tankers, tous les bateaux de guerre étaient avec ce genre de peinture, ce qui fait que des tonnes et des tonnes de tributylétain ont été donc effectivement déversées non intentionnellement, mais enfin quand même dans les océans. C'est une molécule qui est persistante, qui se dépose dans les sédiments et qui est relarguée petit à petit. Et alors au niveau des océans, ça crée l'imposexe, hein, le TBT, c'est-à-dire que dans plusieurs espèces marines, c'est-à-dire que c'est la masculinisation des femelles dans certaines espèces de poissons et de coquillages. Donc c'est évidemment un problème important pour la survie de l'espèce. Quand il n'y a que des mâles, c'est compliqué. Et donc plus récemment, d'autres effets néfastes de ces molécules ont été observés. Donc c'est l'activité obésogène, effectivement, notamment chez les mammifères,
par activation du récepteur PPAR gamma, ce qui va engendrer un accroissement du nombre et de la taille des adipocytes, donc les cellules adipeuses, et donc engendrer à plus ou moins long terme une propension à devenir obèse. Donc nous, on est revenu à nos fondamentaux et à notre savoir-faire, et nous nous sommes posé la question de savoir, bon, donc, comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, PPAR, c'est un récepteur qui forme un hétérodimère avec RXR, se fixe à l'ADN. Comment cette molécule ici, qui, comme vous pouvez le voir, n'a aucun rapport ni structural ni chimique avec les ligands connus de ces deux récepteurs, peut activer l'hétérodimère. Donc on a d'abord travaillé sur RXR isolément et on a pu constater qu'effectivement le TBT est un très fort activateur du récepteur RXR, pratiquement aussi fort que le composé de référence de ce récepteur, l'agoniste de référence. Et vous voyez qu'il fait ceci à des très très faibles concentrations de l'ordre du nanomolaire, donc c'est des concentrations extrêmement faibles. Donc ensuite on a fait le complexe entre le récepteur RXR et le TBT. Donc on voit ici le résultat, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la densité électronique dans laquelle on a construit le ligand. Il se trouve qu'il y a la molécule de TBT peut avoir deux orientations dans la poche, mais ça c'est un détail. Ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, ça va peut-être vous rappeler aussi un peu de quelques cours de chimie, c'est que l'atome d'étain est capable de faire une liaison covalente, donc ça veut dire une liaison très très forte. Ce n'est pas une liaison, par exemple hydrogène ou une liaison de Van der Waals, qui sont des liaisons plus faibles. Mais là, il y a carrément des échanges d'électrons entre l'atome de soufre de la cystéine et l'atome d'étain du composé, donc une liaison covalente très forte ici. Donc ça explique la très forte affinité du tributylétain pour le récepteur RXR. D'autre part, ce qui explique son activité, c'est la position de cette hélice, de cette sérine 432 qui est positionnée dans l'hélice H11 et vous voyez qu'elle positionne le tributylétain très proche de l'hélice d'activation H12. Et en réalité, il y a des contacts entre le tributylétain et l'hélice d'activation H12 qui est alors stabilisée dans la forme active qui permet au récepteur de recruter le coactivateur et donc d'être activé. Alors pour ensuite vérifier ce mode de liaison, nous avons muté la cystéine en alanine, donc on enlève simplement l'atome de soufre. Effectivement, on voit que le tributylétain n'est plus du tout capable de se lier et d'activer le récepteur, alors que la molécule, le ligand de référence du récepteur, qui ne nécessite pas de liaison covalente avec la cystéine, lui, est toujours capable d'activer le récepteur. Voilà, donc là, ces études ont expliqué à la fois l'affinité et à la fois l'activité de ce composé pour RXR. Donc ensuite, on est passé sur PPAR gamma, et on a vu que là, le TBT a une très faible activité sur le récepteur PPAR gamma, et ceci bien que PPAR gamma possède aussi une cystéine, mais cette fois-ci, elle n'est pas localisée dans l'hélice H11 comme tout à l'heure, mais elle est localisée dans l'hélice H3, ce qui positionne le tributylétain à une grande distance en fait, de l'hélice d'activation H12, qui de ce fait n'est pas stabilisée, et donc le récepteur n'est pas activé. Donc le modèle que nous avons donc proposé, c'est que le tributylétain se lie fortement en créant une liaison covalente avec une cystéine qui est présente dans la poche de liaison du ligand de RXR, mais ne se fixe pas, ou se fixe, mais n'active pas PPAR. Et ceci a été validé in vivo en utilisant les zébrafiches, et notamment le colorant, l'huile rouge, un colorant qui permet de détecter l'accumulation de lipides avec des doses croissantes de TBT. Donc on voit effectivement que le TBT a effectivement une activation des gènes adipogéniques du zébrafiche. Et dans le zébrafiche, le récepteur PPAR ne contient pas de cystéine du tout, donc le tributylétain n'est même pas capable de se fixer à ce récepteur, mais malgré tout, on voit que le système est activé dans le zébrafiche, ce qui confirme bien que le tributylétain active l'hétérodimère en se fixant à RXR. Alors là, la toxicité par elle-même pourrait être suffisante parce qu'on a compris pourquoi il y avait une aussi forte affinité, mais elle est décuplée par le fait qu'il y a énormément de récepteurs nucléaires qui possèdent un résidu cystéine dans leur poche de liaison du ligand. C'est tous ces récepteurs-là qui sont potentiellement des cibles des organoéteints, et l'activité de l'organoéteint sur le récepteur dépendra de la position de cet acide aminé, de la cystéine, dans la poche. Donc l'organoéteint pourra être ou bien un activateur ou bien un antagoniste du récepteur.
Voilà, je voudrais terminer maintenant avec l'association, est-ce que l'association fait le poison, ou le cas des mélanges. Donc, on n'est jamais, en réalité, on n'est jamais exposé à des molécules isolées. On est toujours soumis à des mélanges complexes. Si on vous faisait une prise de sang et qu'on vous mesurait les composés chimiques, je pense qu'on pourrait trouver plusieurs centaines de composés qui n'ont rien à faire a priori dans votre organisme. Et ces molécules peuvent avoir des interactions et donc finalement avoir un profil pharmacologique qui va être modifié par rapport à ce qui est le leur quand ils sont étudiés séparément. Et ces molécules donc, peuvent agir de manière additive, de manière antagoniste, ou bien de manière synergique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle communément l'effet cocktail ou l'effet mélange. Et les mécanismes moléculaires de cet effet cocktail sont relativement peu connus. Donc nous, on a voulu essayer de comprendre, voir si par nos approches, on pouvait déterminer un effet cocktail. Et pour ça, donc, on a utilisé le récepteur PXR, qui est vraiment il y a énormément, un peu comme le récepteur des oestrogènes, il y a énormément de molécules externes qui sont capables de se fixer à ce récepteur, et donc on l'a utilisé dans nos études. Donc c'est un récepteur qui se fixe également à RXR, qui se fixe à l'ADN ensuite, et sous l'action des xénobiotiques ou des endobiotiques, c'est-à-dire des molécules endogènes ou exogènes, eh bien, ils vont activer la synthèse de certains gènes qui vont être ensuite donc, impliqués dans la régulation de tout un tas de phénomènes pathophysiologiques. Je ne vais pas tellement rentrer dans le détail. On a plutôt utilisé ce récepteur comme un récepteur témoin, modèle pour nos études, sachant qu'il était vraiment très, très, très sensible aux xénobiotiques. Donc pour ça, avec Patrick Balaguer, on a utilisé des lignées cellulaires qu'il a lui-même confectionnées. Donc, ce sont des lignées dans lesquelles la luciférase, donc, qui produit une réaction lumineuse, donc on peut voir tout à fait quand le produit a un effet sur PXR, donc, parce que cette luciférase est sous le contrôle, la synthèse de la luciférase est sous le contrôle du récepteur RXR. Donc quand les composés ne se fixent pas et n'activent pas PXR, on n'a pas de signal lumineux, alors que quand ils se fixent, on voit qu'il y a un signal lumineux qui apparaît, et l'intensité de ce signal est dépendant évidemment de l'affinité des xénobiotiques pour PXR. Donc on a fait des screenings de haute résolution, haut débit plutôt, avec des xénobiotiques, ou bien seuls, ou bien en mélange binaire. Et donc, en parallèle, on a aussi caractérisé les modes de liaison de ces différents produits chimiques sur le récepteur PXR par cristallographie. Et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que parmi les centaines de couples qu'on a étudiés, certains avaient la capacité d'activer le récepteur de façon synergique. Synergique, ça veut dire au-delà de l'additivité. Donc, ici, on a l'activité du récepteur en fonction de la concentration de la molécule. Vous voyez ici les deux courbes des molécules indépendantes. En rouge, vous avez ici la courbe théorique d'additivité, c'est-à-dire la courbe qu'on aurait dû avoir expérimentalement si on additionnait l'activité des deux composés. Et en fait, ça, c'est la courbe expérimentale que nous avons obtenue en violet. Et ici, la courbe obtenue avec un ligand de référence du récepteur. Donc clairement, vous voyez qu'on est au-delà de l'additivité. Ce même type de courbe a été obtenu avec d'autres lignées cellulaires, comme celle-ci. Et ça confirme bien que le récepteur peut être pratiquement complètement activé par le mélange binaire, ici, à des concentrations où les deux molécules séparées n'ont aucune activité. Donc on a bien un phénomène synergique démontré expérimentalement ici. Donc ensuite, on est passé des lignées cellulaires un peu artificielles à un système un peu plus physiologique qui est l'exemple de... Ici, on a utilisé des hépatocytes primaires humains qu'on a isolés fraîchement à partir de patients donc, qui étaient opérés. On a prélevé une partie de leur foie, on a extrait les hépatocytes, cellules du foie. Et donc ici, on a 3 patients et on a regardé l'expression d'un gène cible de PXR, qui est le cytochrome 3A4,
son ARN messager. Donc il y a de grandes variations d'un patient à l'autre, ça c'est normal, hein, c'est des tissus de patients, donc ce ne sont pas des cellules stables, hein, il y a une variabilité d'un tissu à l'autre, mais on voit bien qu'en violet ici, c'est le cas où les deux molécules sont utilisées simultanément, on voit bien qu'il y a quand même une très forte synergie à chaque fois par rapport aux molécules utilisées seules. Et ceci est corrélé avec, ça ce sont des enzymes, hein, les cytochromes. On a regardé l'activité des enzymes en présence des deux ligands seuls ou combinés. On voit bien que les deux molécules seules n'ont pratiquement pas d'effet sur l'activité enzymatique, alors qu'il y a un effet tout à fait important quand les deux molécules sont associées. Donc on a trouvé aussi d'autres combinaisons hein, qui donnent des activations synergiques, hein, on voit ici. Donc ça, ce sont d'autres pesticides organochlorés, comme le cischlordane, l'endosulfan ou l'heptachlore. Et ici, on n'a pas ce que j'ai peut-être oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les deux molécules en question, ici, donc c'était le léthinyl-estradiol, hein, qui est un oestrogène de synthèse contenu dans certaines pilules contraceptives, et le transnonachlore, qui est un pesticide organochloré. Voilà. Donc, on a trouvé d'autres mélanges, et donc avec d'autres pesticides, et également, non pas avec un oestrogène de synthèse, mais avec l'œstrogène naturel, qui est l'œstradiol. Donc, l'œstradiol lui-même est capable de synergiser avec des pesticides pour activer le récepteur PXR. Donc ensuite, on a voulu aller un peu plus loin dans la physiologie, même si ça reste encore des modèles animaux, hein, en travaillant avec l'équipe de Barbara Demenex au Muséum et Jean-Baptiste Fini. On a travaillé sur des larves de xénopes, qui sont des animaux transgéniques, hein, où le récepteur humain de PXR contrôle l'expression de la Green Fluorescent Protein, GFP, donc qui est fluorescente, vous voyez ici. Et donc on voit que même in vivo, hein, on traite les animaux avec les deux molécules séparées ou ensemble. Les deux molécules séparées, il y a très peu d'effet. Quand on les met ensemble, on a encore une fois une activation synergique du récepteur de PXR. Donc si on a voulu aller un peu plus loin dans le mécanisme pour comprendre comment ça se passait, on a utilisé la spectrométrie de masse qui est capable tout simplement de mesurer la masse des complexes entre la protéine et les petits composés. Donc on voit ici la masse du récepteur tout seul et ici la masse du récepteur plus la protéine. Et le delta ici, c'est exactement la masse du composé. Même chose pour l'éthinoestradiol. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on voit que ici, on a un delta de 740 qui est l'addition de ces deux masses-là, ce qui montre que le PXR est capable de fixer simultanément les deux molécules. Alors plus que simultanément, on a montré qu'en fait, il y avait une coopérativité dans les deux molécules, c'est-à-dire que la liaison d'une molécule facilite la liaison de la deuxième. Donc on a fait ça en mesurant l'affinité des composés, ou bien seul ou bien en combinaison, par une méthode qu'on appelle la microcalorimétrie. Et on voit qu'on passe d'une affinité de 10 micromolaires à une affinité pour le mélange de 62 nanomolaires, ce qui fait une amélioration, si on peut dire, de 150 fois, ce qui est tout à fait compatible avec ce qu'on a observé en cellules, c'est-à-dire que du coup, comme le mélange a une meilleure affinité, oui, pour le récepteur de 150 fois, eh bien, ce mélange va être actif à des doses 150 fois plus faibles que les molécules séparées. La cristallographie au rayon X nous a permis de montrer qu'en réalité, la poche du récepteur peut accommoder les deux molécules qui se fixent en même temps et qui se stabilisent l'une l'autre en créant de nombreux contacts. Et finalement, ces deux molécules vont générer une nouvelle entité qui va avoir des propriétés fonctionnelles qui sont bien supérieures à celles de ces composants. Et donc, on a appelé cette molécule un ligand supramoléculaire. Voilà, pour terminer, un deuxième niveau de synergie. Donc on a vu tout à l'heure que RXR et PXR forment un hétérodimère, et donc cet hétérodimère va recruter des coactivateurs transcriptionnels pour être activés. Ces coactivateurs transcriptionnels peuvent se fixer sur les deux récepteurs en même temps par le biais de petits motifs LXXL ici. Donc on s'est demandé si l'association de ligands de PXR et de ligands de RXR pouvait augmenter la surface d'interaction avec le coactivateur, augmenter donc l'affinité pour le coactivateur et donc l'activation du récepteur.
Donc c'est ce qu'on a fait. On a purifié l'hétérodimère RXR-PXR, on a purifié le coactivateur, ou une partie du coactivateur, cette partie-là, et on l'a marqué avec de la fluorescéine pour qu'il devienne fluorescent, et en utilisant l'anisotropie de fluorescence, on a pu mesurer l'affinité entre le coactivateur et l'hétérodimère en présence des différents ligands. Et donc, comme on peut le voir, effectivement, les deux molécules qui sont connues, qu'on a démontré par ailleurs, pouvoir se lier de manière coopérative à PXR, quand elles sont ensemble, on voit qu'il y a une énorme augmentation de l'affinité pour le coactivateur. Et quand on rajoute une troisième molécule, donc, qui est le ligand environnemental de RXR qu'on a vu tout à l'heure, le TBT, on augmente encore l'affinité pour le coactivateur. Et on a fait également des manips en cellules, toujours en mesurant l'expression du gène cible de PXR. Donc également, là c'est même encore plus spectaculaire. Donc on voit les deux molécules seules, les deux molécules ensemble, on a un effet synergique évident. Et quand on rajoute la troisième molécule, le TBT, on a encore un effet synergique extrêmement important. On voit bien qu'ici, les trois molécules séparées ont une très faible activité. Quand on les met ensemble, on a au moins 10 fois plus d'expression du gène. Voilà, donc au final, donc on a pu mettre en évidence deux mécanismes convergents qui vont, accroître l'affinité des ligands pour le récepteur en se liant en couple, comme ceci, en créant un ligand bon, bref, donc il va y avoir une augmentation de l'affinité des ligands. Et ici, on va avoir, en rajoutant une troisième molécule, une augmentation de l'affinité pour le coactivateur. Voilà, c'est le ligand supramoléculaire, c'est le mot qui m'échappait. Voilà, et donc évidemment, ceci a des conséquences au niveau de la toxicité des molécules, parce que finalement, c'est un mécanisme qui contribue à l'effet cocktail, qu'on a défini tout à l'heure, où des mélanges chimiques peuvent altérer la physiologie et l'homéostasie à des concentrations où finalement les composés individuels sont considérés comme inoffensifs. Alors bien sûr, il doit y avoir beaucoup d'autres mécanismes à l'œuvre dans les effets cocktails, là, mais bon, pour l'instant, c'était les premiers mécanismes qui ont été mis en évidence, les premiers mécanismes moléculaires, et à ce jour, les seuls qui ont été montrés. Voilà, je voudrais donc terminer mon exposé en remerciant tous nos contributeurs financiers, notamment l'Europe, l'ANR, CNRS, l'INSERM, l'ANSES, et puis également toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, notamment l'équipe de Patrick Balaguer, donc à l'IRCM de Montpellier, les membres de mon équipe, l'équipe de Barbara Demenex et Jean-Baptiste Fini pour les aspects in vivo, et pour la spectrométrie de masse, l'équipe de Sarah Cianferrani. Voilà, je vous remercie pour votre attention.